Donc en fait, c'est vrai que souvent on oublie que les CAUR ont été créés en 77, en 1977, parce qu'il y avait un besoin justement de retravailler les aménagements pour nos territoires singulièrement, mais aussi sur le territoire national. Ce qui fait que nous, le nôtre, il naît dans les années 80, donc 5 ans après, donc 82. Et c'est vrai que depuis, le CAUR a accompagné un certain nombre de collectivités, singulièrement dans l'aménagement de leur territoire, mais aussi dans l'aménagement global de l'archipel de Guadeloupe. Parce que souvent, on entend dire ici ou ailleurs qu'on est sur une île, et ça montre bien qu'en fait, le microcosme de la vision, c'est-à-dire que les gens sont encore sûrs de biter un moins le tout petit, et alors qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on ait une vision globale. D'ailleurs, l'exemple d'aujourd'hui, inondation, montre bien que ce qu'on pensait être des réflexions pour dans 10 ans, dans 15 ans, sont déjà des réflexions qu'il fallait mener il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ça veut dire aujourd'hui l'aménagement du territoire, en respectant les normes, mais aussi en respectant l'environnement et aussi l'érosion de l'environnement, nous oblige à faire une pause et nous oblige à repenser tous ces beaux projets qu'on avait sortis, croyant effectivement qu'ils allaient servir le devenir de ce territoire. Mais en fait, non. Et c'est tout l'intérêt, justement, de pouvoir avoir plusieurs professionnels dans une réflexion, c'est de montrer que le vieillissement de la population nécessite qu'on réaménage les bourgs, puisque, je suis désolé, les gens qui me regardent ont le même coiffeur que moi, donc ça veut dire que nous n'avons pas 20 ans. Donc nous avons besoin d'espace où les zones marchandes, les zones piétonnes doivent être priorisées. Nous avons besoin effectivement pour les gens qui sont en chaise roulante, parce que ça, depuis 20 ans, on tourne autour de la question, et d'ailleurs, ce n'est que très tardivement que notre collectivité, dont c'est l'une des missions principales, aura oublié que c'était sa mission principale, donc la protection de ces personnes. Et donc aujourd'hui, réfléchir à la Guadeloupe dans 10, 15, 20 ans est une impérieuse nécessité. Une impérieuse nécessité pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons perdu de la population. Nous ne sommes plus que 384 000 aux dernières statistiques, à peu près à la louche. Que même si nous voulons repopulariser cette situation, il nous faudrait effectivement la rendre attractive. Comment rendre attractive un territoire qui, jusqu'à maintenant, n'aura jamais fait l'objet d'une réflexion globale? Est-ce qu'on va continuer sur une politique de centre? La réponse est non, puisqu'on voit ce que ça produit. Pour les personnes qui sont sur le territoire depuis une dizaine d'années, donc je pense que toutes les personnes qui sont revenues ou qui ont décidé effectivement de quitter les grandes mégalopoles pour venir dans les îles, lorsqu'on veut sortir de Basse-Terre pour aller à Pointe-à-Pitre, il faut rajouter 1h30 sur notre temps de trajet. Mais cette 1h30 n'est pas simplement du temps, c'est de la vie de famille, puisque lorsque vous quittez Basse-Terre, vous quittez vos enfants. Si vous venez de démarrer votre couple, généralement, vous partez, il est 5 heures. Donc, ce temps n'est pas le temps chronique ou chronos qu'on connaît, mais vraiment un temps de vie systémique. Et aujourd'hui, plus qu'hier, il nous faut repenser le territoire. Il nous faut revenir sur les valeurs naturelles des territoires. Et c'est en cela que c'est intéressant d'avoir des conseils d'aménageurs, aussi bien sur l'environnement que sur les constructions à venir, parce que même si nous avons une obligation de préserver toutes nos constructions qui sont inscrites au patrimoine immémoriel, mais n'en demeure pas moins, nous sommes encore en vie, et donc la Guadeloupe ne devra pas devenir une terre de cimetière. Non. Je crois qu'on est aujourd'hui arrivé à la croisée des chemins, où il nous faudra détruire ce qui n'a plus lieu d'être en termes de respect de l'environnement. Mais il nous faudra repenser aussi notre territoire, plus en lien avec la nature. Pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les animaux dont on a détruit les lieux de vie viennent dans les maisons, viennent nicher. Je parle des oiseaux, mais on a augmenté aussi, on a vu effectivement que les mangoustes sortent des zones. On a remarqué qu'en comblant les zones humides, et singulièrement Jarry, qui est un gâchis, mais qui est un gâchis dont on sait effectivement qu'il ne fallait pas le faire, c'est une zone humide naturelle, malgré les conseils du CAUE, on voit que la région Guadeloupe a décidé effectivement de fermer les 2 portes de la mangrove. Donc, est-ce à dire que ce travail d'information et ce travail de sensibilisation ne porte pas ses fruits, ou est-ce qu'encore une fois, les enjeux politico-financiers sont beaucoup plus importants que le devenu d'un territoire? Je n'ai pas la réponse, c'est une question que je vous pose. Mais j'obligerai tout un chacun à faire son anamnèse et dire, est-ce que je dois être spectateur du devenir de ce territoire et me plaindre dans 10-15 ans, lorsque nous allons arriver, et nous avons des écologues, Monsieur Floreur le dit régulièrement,
Nous ne sommes plus dans une logique de 15 ans, nous sommes dans une logique de moins de 10 ans, avec à la clé changement climatique, plus d'1 degré. Deuxièmement, augmentation du niveau de la mer de plus de 80 cm. Ça veut dire, en fait, 80 cm, pour les gens, c'est rien, mais pour les gens qui voulaient sortir ce matin, 80 cm, ils l'ont compris. Est-ce qu'on doit toujours vivre des catastrophes pour comprendre ça? Je dis que non. J'aime bien rappeler cette partie de ma vie où j'ai eu à connaître les inondations de Camargue. J'ai eu à voir des personnes qui avaient investi leur denier en faisant confiance à des professionnels. Mais j'ai vu avoir aussi des chambres froides pour pouvoir recueillir les dépouilles de ces personnes qui, un soir, ont perdu la vie parce que des individus avaient décidé de combler le lit d'une rivière, de combler des zones humides pour en faire une résidence. Donc aujourd'hui, plus qu'hier, la Guadeloupe doit éviter toutes ces choses-là parce que nous sommes une terre de feu. Donc nous savons que la grande dame, elle est là. Tranquillement, elle nous observe. Je pense que lorsqu'elle sera fatiguée de nous, elle va juste faire un petit paix pour nous rappeler que, comme en 76, qu'elle est capable effectivement de nous faire bouger plus vite que la lumière. Nous sommes sur un territoire où nous avons régulièrement des intempéries. On l'a vu aujourd'hui encore, même si les générations de plus de 50 ans sont prêtes pour les intempéries, les générations de 30-40 ans ne connaissent pas les règles de vie. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il y a des intempéries, on assiste à la même stupidité, c'est que les gens vont acheter du froid. Alors qu'on sait pertinemment que depuis 1989, l'Europe a déversé des fonds pour que nous puissions enfouir nos lignes électriques. Et encore, on a toujours des nids d'abeilles qui fleurissent dans nos communes. Ça veut dire que on devrait s'inspirer de ce qui vient de se passer pour le procès de la CASBT. C'est-à-dire, OK, l'argent public n'est pas utilisé à des fins, mais par contre, nous sommes locataires d'une terre qu'on doit laisser pour les générations futures. Et plus qu'hier, je vous en parle parce que c'était ma génération qui aurait dû bénéficier de tout cela, puisque j'étais bachelier en 88. Et on se rend bien compte que j'arrive presque au terme de ma vie et beaucoup de choses ont évolué, certes, mais pas comme ils le devraient. Donc, en fait, il nous faut revenir sur ce qu'on appelle le bon sens commun. Qu'on quitte effectivement les schémas de représentation qui viennent de l'extérieur et qui sont appliqués tels quels. Non, on a suffisamment de professionnels, on a suffisamment de connaissances, mais très important, il y a une matière qu'on n'a jamais encore exploitée, qui est la connaissance vernaculaire. Et je crois que pour pouvoir projeter l'avenir de la Guadeloupe et de son archipel, il faudra tenir compte de cette connaissance parce que l'avantage de la connaissance vernaculaire, c'est qu'on sait où il y avait des mares, on sait où il y avait effectivement des lits de rivière, asséchés ou pas. On sait lorsqu'il y a eu des montées d'eau, puisque quand même sur les 70 dernières années, nous avons suffisamment dans la mémoire collective d'événements pluviométriques pour pouvoir dire qu'en fait, on ne doit plus construire comme cela, parce que de toute manière, l'argent public de toute manière est en train de se raréfier et qu'il nous faudra penser et construire autrement. Construire autrement, c'est peut-être aussi arrêter de faire des maisons avec des carrés-sols. Construire autrement, c'est peut-être revenir sur ce que nos parents faisaient avant, mais des maisons sur pilotis. C'est-à-dire que la personne part et décide effectivement de quitter Sainte-Anne et d'aller habiter à Bouillante, mais elle met sa maison sur un camion. On a vu venir dans la modernité des constructions via des conteneurs, peut-être aussi que c'est l'avenir de la construction, c'est-à-dire d'avoir un moindre impact sur l'environnement, parce que aujourd'hui, il est presque, j'allais dire, impossible, insoluble d'organiser le traitement des eaux usées parce que nous avons tellement morcelé le territoire que pour pouvoir faire des réseaux d'évacuation ou de traitement des eaux, il faudra vraiment faire du génie, sachant pertinemment que nous avons fait le pari d'utiliser les eaux de rivière en zone basse-terre pour pouvoir acheminer en zone grande terre. Donc, de fait, nous avons acheminé la pollution, puisqu'aujourd'hui, nous avons le niveau de connaissance qui nous permet de savoir que la pollution à la chlordécone n'est pas que le croissant bananier. Donc, en fait, partout où on a importé de l'agriculture et de l'eau agricole, donc on a importé de l'eau agricole et donc de la chlordécone. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le morcellement des parcelles empêchera de penser très sérieusement sur un vœu pieux que tout le monde veut aujourd'hui nourrir pour la Guadeloupe, qui est cette autonomie alimentaire. Pour qu'il y ait autonomie alimentaire, il faut qu'il y ait espace libre. Or, nous perdons 1000 hectares de terres agricoles chaque année pour du résidentiel. Est-ce qu'il va falloir que nous arrivions à la dernière parcelle construite
pour se rendre compte qu'on ne mange pas le béton? C'est une vraie question. Est-ce à dire aujourd'hui que nous ne sommes pas suffisamment arrivés à maturité pour se projeter et oublier simplement nos petits égos, notre conformisme, notre vision à mini-cours? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas atteint la maturité pour se dire, en fait, nous formons un tout. Et ce tout, il parle de singularité. Puisque nous avons l'avantage d'un territoire qui, depuis des années, a exploité, a exploré, a rendu lisible le vouloir vivre ensemble par le fait de ne pas vivre ensemble. Le Saint-Ouen a sa manière de vivre au Sainte. Vous ne pouvez pas demander au Saint-Ouen de vivre comme le gars de Bouillante. Non. Il a son environnement, il a son rythme. Le matin, il est rythmé par la mer, par les bruits de la mer. Il ne peut pas venir, on ne peut pas lui imposer non plus de changer cela. Donc, ce qui a fait notre richesse depuis des années, que nous sommes sur le bassin caribéen, c'est simplement, sur chaque territoire, nous avons créé un microcosme qui nous ressemble, mais qui était respectueux de l'environnement. La question qu'il faut se poser, est-ce que ce vivre ensemble, à la guadeloupéenne, je vais dire, mais je pense qu'on peut faire la même analyse pour la Réunion, pour la Guyane, pour la Martinique, est-ce que ce vivre ensemble, c'est pas justement cette singularité? Est-ce qu'il faut que toujours l'universalité culturelle doit primer sur la singularité culturelle? Je n'en suis pas convaincu. Et je crois que pour moi, qui aura été un ancien stagiaire du CAUE, c'est ça aussi l'intérêt de mon intervention, c'est de voir que progressivement, ces idées-là sont en train de cheminer parce que justement, les professionnels ne sont pas auto-centrés sur leur petite personne et leur projet de carrière, mais essaient pour une fois, et ça depuis 5-10 ans, on l'a remarqué, de penser en transversalité, de penser en systémie, c'est-à-dire chacun dans nos spécialités, nous essayons d'apporter une réponse technique qui permette au tout de pouvoir permettre d'avoir un avenir qui soit viable, mais surtout stable. Parce que si on veut construire partout, il va falloir qu'on se pose des questions essentielles. Quel devenir en termes de dynamique? Parce que nous allons partir. Et c'est ce qui fait la richesse du monde, c'est que les hommes ne sont pas éternels. Vous imaginez le niveau de conneries qu'on pourrait atteindre si la même personne pouvait vivre inlassablement. D'accord? La deuxième chose, c'est que nous allons devoir repenser nos habitats qui soient plus respectueux des contraintes aujourd'hui. Vous vous souvenez, au départ, nous étions sur des maisons à auvent et à orienter. Les codes de construction nous sont arrivés de l'extérieur en disant qu'il fallait faire ci, ça, ça, ça. On se rend bien compte qu'en fait, nos parents avaient déjà compris que cette terre-là n'était qu'une terre provisoire et qu'il fallait la laisser intacte, si vous voulez, pour qu'elle puisse nous produire effectivement tous ces soins. La dernière pandémie nous a montré effectivement qu'on s'était éloigné de la terre et que la terre nous a rappelé qu'elle était un des éléments de solution. Puisque les gens qui avaient fait le choix d'acheter des appartements, aujourd'hui ont vendu ces appartements pour venir occuper des maisons qui étaient soi-disant en indivision, mais qui pour des raisons, on se doute bien de santé publique, les gens ont pu s'entendre pour pouvoir effectivement faire l'acquisition du bien. Donc ça montre aujourd'hui que ce carrefour dans lequel nous nous sommes installés va nous permettre, à minima, de pouvoir avoir une projection saine, et je dis bien saine, du territoire parce qu'il n'est plus extensible. Les routes qui ont été construites et qui vont devoir être détruites, puisque effectivement on se rend compte qu'elles ne répondent pas à leur mission première, qui est de permettre à un individu d'aller d'un point A à un point B. On savait que ces routes-là allaient être submergées un jour. Ben, je pense qu'effectivement, qu'il ne faut pas qu'on attende qu'il y ait encore des soucis, des morts pour pouvoir réagir. Il va falloir redessiner le territoire, oui. Il va falloir faire des choix stratégiques qui ne vont pas plaire aux gens. Il va falloir utiliser cet outil sur lequel accompagne souvent le CAUE qui est le plus. Tous ces plans d'urbanisme qui sont obligatoires aujourd'hui pour les collectivités et qui, on se rend bien compte, on est toujours dans le moun, donc on n'est pas sur la vision globale, ben il va falloir effectivement qu'on accepte de perdre ces petits avantages, puisque vous aurez remarqué que la grogne est collective, mais les avantages sont singuliers. Donc il va falloir qu'on abandonne cela au profit d'une vision plus sereine, plus bienveillante, plus harmonieuse, où tous, on va pouvoir trouver cet écrin qui nous permet effectivement de faire nous évoluer, mais aussi nos proches. Oui, alors, souvent on parle de nécrose politique chez nous, mais en fait, il n'y a pas de nécrose politique dans la mesure où on n'a pas de politique. On est dans une démarche populiste, c'est-à-dire que le fameux Mounamoun, je suis populaire, je suis passé par une association, donc je brigue un mandat. Mais cela ne veut pas dire que j'ai forcément une formation adéquate pour pouvoir gérer le collectif.
Et c'est ça la difficulté, c'est-à-dire qu'on a pu penser au travers du prisme de l'école, qu'on aurait effectivement des politiques qui soient mieux outillées pour pouvoir effectivement penser le territoire. C'est faux. Parce que lorsque vous regardez même l'origine professionnelle des gens, allez, je vais pouvoir changer une fois, même si j'ai décidé que j'arrêtais de donner des coups de griffe. Lorsque vous avez un sénateur qui lui-même a été gestionnaire de la gabegie de l'eau, comment voulez-vous qu'il travaille pour pouvoir résoudre le problème? Il fait partie du problème. Lorsque vous avez des personnes qui, vous leur expliquez quelle est l'importance aujourd'hui de préserver l'environnement, parce qu'on prend simplement l'exemple des zones humides. La zone humide en elle-même, elle ne me dérange pas. On peut y verser coca, canettes, ce n'est pas mon problème. Par contre, à Pâques, ne me demandez pas d'aller vous acheter des crabes en Jamaïque ou quelque part d'autre. Dans les zones humides, il y a toute une organisation de la nature qui fait que ça contribue à nos fêtes. Vous imaginez qu'il n'y ait plus de cabriers à la Désirade parce qu'on a décidé, comme ça a coûté la vie d'un politique, un centre effectivement pour que les gens puissent faire du balnéaire? Non. On est bien content de trouver la fête à Cabri. Donc ça veut dire aujourd'hui, il faut qu'on tienne à la fois compte des représentations que le public a de son territoire, chose que nous avons perdue parce que dès lors que nous accédons au pouvoir suprême, et c'est ça la difficulté de nos territoires, c'est que l'objectif de vie de nos politiques, c'est pas d'exercer le pouvoir, c'est d'y accéder. Et on voit bien qu'effectivement, qu'ils sont complètement perdus, et d'ailleurs, les entreprises de l'extérieur l'ont compris. Lorsqu'on est négocié en Guadeloupe, j'ai entendu sur une chaîne nationale, un capitaine d'industrie dire, mais vous vous plaignez effectivement de ce qu'on a pu faire aux Antilles. Mais est-ce qu'il y avait du répondant en face? Nous, on vient avec nos avocats, on vient avec nos équipes. Quelles équipes qu'on nous met en face? C'est une vraie question. Donc, on ne peut pas faire le procès des politiques parce que ce ne sont pas des politiques. Ils apprennent sur le tas et voire même, ils sont tellement peu représentatifs qu'ils sont noyés dans le national. Vous aurez remarqué que les gens ici, et moi je trouve ça à peu près assez amusant, et on va le voir pour les législatives, les gens vont vous dire qu'ils sont capables de résoudre la question de la caisse des écoles, alors que ce n'est pas ça le rôle d'un député, hein, et encore moins d'un sénateur. Mais en fait, lorsqu'on vient à faire la promotion, on infantilise la population en lui faisant croire plein de choses. La crise de novembre, c'était quoi? C'est parce que tous ces politiques-là, les maires singulièrement, ont fait croire qu'ils avaient des compétences alors que tout le monde sait que ce sont les communautés d'agglo qui ont les compétences. Donc, lorsque vous allez mentir pour la personne en disant « je vais faire », et qu'au moment où la personne vous dit « mais comment tu m'expliques ça ?» et qu'on est là à se dire « ben en fait, non, c'est la collectivité, vous devez participer aux réunions communautaires, elles sont publiques. » C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de botter en touche. Est-ce qu'à partir de ce qu'on est en train de dire, ça va nous faire émerger des politiques formées? La réponse est non. Nous sommes un peuple que moi je trouve admirable. Nous critiquons quelque chose que nous ne voulons pas chez nous. Nous continuerons à voter pour des mandats populistes en réclamant de la rigueur organisationnelle et de gestion. On continuera à le faire. Nous ne sommes pas dans la vie des damnés, non, mais nous avons ces antagonismes. Et d'ailleurs, aux dernières élections présidentielles, on l'a vu. Et justement, quelle est la responsabilité du citoyen face à ça? Ben, le citoyen s'est toujours dédouané de ses responsabilités pour tout et en tout. D'accord? Et ça, il faut qu'on soit au clair avec. Nous ne sommes responsables de rien. Nous ne sommes pas responsables du fait que nous ne nettoyons pas devant chez nous. Parce qu'il y a un service public qui est censé le faire, c'est le service technique de la mairie. D'accord? Qui est un troisième pouvoir. Hein. Dans toutes les collectivités, on sait effectivement que personne ne peut obliger un service technique à faire des choses. Ça, il faut qu'on arrête de rêver. La deuxième chose, c'est que nous ne participons pas à la vie citoyenne, mais nous exigeons les rendus de cette vie citoyenne. On a toujours une bonne chose à faire lorsqu'il s'agit de donner son avis. La troisième, c'est que nous n'aimons pas ouvertement exprimer nos émotions. Nous sommes encore dans cet atavisme qui consiste à être en bafeille. Je vais dire à ma voisine ce que je pense, qui elle-même va relayer à sa voisine, et ainsi de suite.
On ne peut pas demander à l'homme qui doit prendre la décision finale de la faire s'il ne sait pas ou s'il ne va plus au contact des populations. Et même lorsqu'il va au contact des populations, on ne lui dit pas le ressenti. Les quelques personnes qui disent effectivement que ça va mal et que ça devrait être organisé autrement ne sont pas entendues parce qu'ils sont étouffés par la voix inaudible de ceux qui ne veulent pas exprimer les difficultés qu'il y a sur ce territoire. Et la dernière chose que j'ai envie de dire, on prend simplement la dépopulation des territoires. Nous savons aujourd'hui que nous avons fait le choix, pour X raisons, d'avoir moins d'enfants, donc d'être moins nombreux. Or, on entend régulièrement, et depuis 5-6 ans, que la population s'émeut d'être envahie par les autres ethnies ou les autres groupes. Cela veut dire effectivement qu'il y a une chose qu'on n'a pas compris. Nous sommes toujours en démographie dans la loi du nombre. Si vous avez décidé de ne pas faire d'enfants, ou que vos enfants partent en France, au Canada, à Baham, faire leur vie, et donc augmenter la population de ces territoires, il ne faut pas vous attendre effectivement à ce que vous soyez considérés. Je disais en liminaire de mon propos tout à l'heure qu'en fait, l'avantage de l'archipel de Guadeloupe, c'est qu'il y a toujours eu foisonnement de population qui fonctionne par étage, sans se croiser. Mais ça n'a rien de spécial. En fait, d'en faire une nouveauté révélerait au monde notre illettrisme de nous-mêmes. Ça veut dire que de tout temps, vous avez toujours eu des populations. Prenons la commune de Déhais, qui 158, qu'on a fait la route. Donc, avant, Déhais fonctionnait en crabotage. Ça veut dire que Déhais a toujours fonctionné avec Montserrat, les Iverges, Saint-Barth, Saint-Martin. Donc, a toujours eu l'habitude de recevoir des populations. C'est une information qu'on peut très facilement vérifier. À l'époque, les grandes personnes disaient qu'on a une population d'anglais, parce que les gens venaient avec leur langue. La deuxième chose que j'ai envie de dire, historiquement, puisqu'on a beaucoup d'historiens, il faut rappeler que pour la culture de la canne à sucre, on a toujours utilisé les spécialistes, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Dominique, qui étaient des cuiseurs de sucre. Donc, on a, la ville de Petit-Bourg est un exemple. D'ailleurs, les anciennes plantations sont devenues des quartiers à Petit-Bourg. Je vais prendre ce deuxième exemple. Troisième exemple, c'est Sainte-Anne, ville de pêcheurs, mais ville aussi d'agriculteurs, qui a toujours reçu, dans le sens du courant atlantique, les populations qui venaient. Donc, la question des migrations, elle est une fausse question chez nous, parce que simplement, elle a été insidieusement introduite par la laïcité. Or, la définition de la laïcité, c'est l'acceptation de l'autre dans sa plénitude, pas à confondre avec l'assimilation, qui voudrait que l'autre me ressemble. Donc, on a l'habitude de fonctionner chez nous. Et d'ailleurs, on a un territoire qui est assez intéressant en cela. Les gens du Nord-Grande-Terre ne s'entendent pas avec les centres. Les gens du Nord-Grande-Terre ne s'entendent pas avec les gens de Basse-Terre. Les gens de Basse-Terre ne s'entendent pas avec les gens du Sud-Basse-Terre. On est habitué à nos oppositions. D'ailleurs, c'est ce qui fait nos richesses. Mais on prend un plus petit territoire qui est une commune. Les gens qui sont des quartiers périphériques ne s'entendent pas avec les gens du bourg. Donc, on est habitué avec le morcellement. Donc, c'est vraiment un faux problème, mais qui est arrivé comme étant un enjeu économique. Ce que les gens ne veulent pas entendre, et il faut le révéler, nous avons déserté nos terres parce qu'en fait, à la fin des années 70, on a pensé que l'avenir était dans le fonctionnariat. Mais on a oublié un détail. En rentrant dans le fonctionnariat, nous sommes entrés dans l'assimilation. De pied. En rentrant dans le fonctionnariat, nous avons détruit l'esprit d'entreprise. D'accord? Ce que nous récoltons aujourd'hui, c'est pour ça que je disais que cette période-là est propice à tous les changements, parce que c'est le moment de faire les évaluations. Aujourd'hui, il est intéressant pour nous de revenir à la Terre, et vous avez vu que la plupart de nos gamins veulent revenir à la Terre, veulent revenir à l'organisation, sauf qu'en fait, les décideurs de la fin des années 70 jusqu'aux années 90, et je parle effectivement de tous ces présidents du Conseil général et du Conseil départemental, qui ont priorisé non pas l'installation des agriculteurs, mais la promotion des résidences. Il faudrait aujourd'hui, pour ceux qui sont vivants, qu'on leur fasse un procès public, pour qu'ils expliquent pourquoi ils ont fait ce choix-là, parce qu'en faisant ce choix-là, ils ont bloqué l'avenir de la Guadeloupe. Et d'ailleurs, posons-nous la question, nous ne sommes pas un territoire sec, et pourtant nous venons de faire à Petit-Bourg une réserve d'eau. On a pris 30 ans pour la faire. Combien d'agriculteurs il existe aujourd'hui pour un besoin d'eau? C'est une vraie question. Et est-ce qu'on doit toujours continuer à se dire qu'on ne va pas réparer les tuyaux, mais on va continuer à faire de la production d'eau? Puisque ce n'est pas la production d'eau qui pose problème, c'est la distribution. Or, on est toujours dans un déplacement sémantique et sémiologique des vrais problèmes de la Guadeloupe. Mais après, qui avons-nous en face pour relayer à la population? Et est-ce qu'on a envie d'entendre ça? Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, c'est le Nord-Grande-Terre qui posait problème en termes d'eau. Mais ça, il y avait une raison pour cela, puisqu'il fallait pousser les gens à quitter le Nord-Grande-Terre en termes d'enjeux fonciers. Aujourd'hui, tout le monde se plaint de l'eau, simplement parce que nous avons augmenté une population en termes d'usage,
et il faut qu'on revienne à l'usage. D'ailleurs, vous aurez remarqué depuis quelques années, vous avez souvent des conférences autour de l'usage traditionnel qu'on faisait avant. La relation entre la mare et le baril ou la jarre d'eau, la mare ou la rivière, où effectivement, on avait appris à utiliser l'eau. Donc, en plus de la distribution d'eau, on a un problème d'usage. Sommes-nous nés pour vivre en vertical? C'est une vraie question. Sachant pertinemment, pour approvisionner le 10e étage en eau, il faut effectivement qu'il y ait un surpresseur. Donc, la consommation d'eau faite dans les immeubles, est-ce qu'elle équivaut à la consommation d'eau de vous qui êtes en résidence de plein pied? C'est des vraies questions qu'il faut. Et je crois que c'est ça les enjeux pour les conseillers en architecture et en environnement, c'est de dire aujourd'hui, il nous faut repenser tout ce qui allait de soi pour nous, qui formait des évidences. Non, il faut les déconstruire. Et le territoire n'étant pas exponentiel, il va falloir qu'on pense à la destruction symbolique des maisons de famille. Souvenez-vous, lorsqu'on a commencé à construire, à la fin des années 75, nos résidences familiales, on faisait des villas parce qu'effectivement, on avait 4, 5, 6 enfants et qu'on voulait que ces lieux-là soient représentatifs du fait que nous ayons réussi socialement. Toutes ces grandes baraques de 300, 400 mètres carrés, aujourd'hui, il faudra penser à les détruire parce que, sincèrement, aujourd'hui, elles occupent un foncier. Et d'ailleurs, la question des maisons individuelles la question devra faire l'objet d'une réflexion. Est-ce qu'on pourra toujours proposer aux gens des maisons individuelles sur ce territoire? C'est une vraie question qu'il faut poser. Et pour revenir à l'interrogation des communautés qui vont s'installer sur le territoire, depuis des années, on sait que ce sont les logeurs qui créent les communautés. Il suffit simplement de se déplacer en Guadeloupe. Vous allez voir que vous avez des groupements financiers qui achètent des terrains depuis Paris, qui construisent, et on a les mêmes groupes qui se retrouvent sur la même résidence. Donc ça, je veux dire, sauf si on se réveille hier et qu'on vient d'arriver en Guadeloupe, c'est une histoire qui est réglée depuis longtemps, puisqu'en fait, ce sont les financiers qui gèrent l'aménagement du territoire. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, depuis la crise Covid, il y a eu la crise de la parole des intellectuels. Alors, il faudrait redéfinir c'est quoi un intellectuel. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait des études et qui a une expertise? Peut-être. Est-ce que c'est quelqu'un avec une réflexion variable en fonction de l'enveloppe qu'il va percevoir? Peut-être. Est-ce que c'est quelqu'un qui vit sur le territoire et qui ne vit pas hors sol du territoire? Ça, par contre, c'est une vraie question, puisque on se rend bien compte que la plupart des discours des intellectuels passent par le prisme de concepts, de paradigmes, et pas toujours avec des réalités de territoire. On se rend bien compte qu'il y a entre 5 et 10 ans entre la pensée et ce que vivent les gens. Je vais prendre un exemple très concret. Vous vous souvenez, à un moment donné, nous avions nos cars traditionnels, que j'aime particulièrement. Vous avez des personnes qui ont dit, non, il fallait organiser le tout parce que, non, les histoires que, ouais, on dépose chacun devant chez soi, c'est pas intéressant, ça gêne la circulation, et donc il va falloir créer des groupements. Sauf que cette pensée de groupement, elle prévaut pour une agglo, un territoire organisé, pas pour un territoire archipélagique. Donc, nos familles de transporteurs traditionnels, et je fais un clin d'œil à toutes ces grandes familles que nous avons connues, que je vais citer, Diema, Pachamendi, comment il s'appelle, Macias, qui faisait la traversée Bastia-Pointe-à-Pitre. Toutes ces personnes, sociologiquement, étaient entrées dans la dynamique des gens. Les gens savaient à quelle on passait tel car. Bon, c'est vrai que les gars, vous cassez les oreilles avec leur sono. Oui, mais il y avait une économie qui était intéressante, c'était celui de l'aide-car. Et à partir du moment où on va instrumentaliser le transport, c'est-à-dire décider qu'il faut des groupements avec des arrêts de bus et tout ça, on s'est bien rendu compte qu'aujourd'hui, le transport, il est désorganisé. Voire, il aura favorisé qu'une seule chose, c'est l'acquisition des voitures individuelles. Donc, l'augmentation des embouteillages. Alors, tout le monde se pose la question, pourquoi tout le monde a une voiture en Guadeloupe? Mais ça, c'est au départ de Paris. Et c'est là où je vois l'illettrisme de nos ressortissants et leur bêtise intellectuelle, puisqu'en fait, ils sont diplômés, donc ce sont des intellectuels. Mais en termes de lecture du territoire, il ferait mieux de la fermer. Parce qu'en fait, je suis désolé, il y a une règle, j'appelle ça le bon sens populaire. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on doit s'en sortir obligé de parler. Et je crois que beaucoup de nos politiques devraient effectivement mettre en exergue cette règle. Parce que, rien que sur la question du transport, les gens qui ont joué le jeu en se disant, lui, il a des diplômes de transport, il est plus intelligent que moi, je vais le suivre. Ça a donné quoi? Aujourd'hui, la plupart des groupements sont en faillite. D'accord? La personne qui aurait dû bénéficier, qui est l'individu lambda du transport, ne l'a pas. Si vous voulez vous déplacer en Guadeloupe, vous avez intérêt à avoir un parapluie, un téléphone et un chargeur de batterie supplémentaire pour votre téléphone. Parce que vous allez apprendre qu'il faut du temps pour avoir un transport en Guadeloupe. La deuxième chose, c'est que vous avez
le transport interurbain, qui était lui aussi organisé, ben, on s'est rendu compte que quoi? Ben, les gens marchent. Parce que le temps que le transporteur décide de partir de la gare routière, parce que lui-même, il est sur un schéma économique, que pour rentabiliser son bus, il faut un minimum un certain nombre de personnes, cela montre bien qu'en fait, que la réflexion globale qui a été menée ne correspondait pas au territoire. Le même projet a été réalisé à Nantes, ou je dis n'importe quoi, à Lunéville, il aurait fonctionné. Parce que ce sont des territoires qui ont déjà reçu une éducation citoyenne, et ce qui ne correspond pas à nous. Il va falloir qu'on s'accorde à le dire. Certes, la République est une et individu, mais ça, c'est de la théorie. Dans la pratique, nous sommes archipélagiques. Dans la pratique, on continue, malgré l'organisation, à dire aux cars de s'arrêter, parce que moi, je suis sur la route toute la semaine. Et donc, je vois régulièrement des cars s'arrêter à des endroits où ils ne devraient pas. Je vois des cars qui sont censés faire le circuit Sud-Bastère ou Côte-au-Vent, et qui quelquefois traversent directement par Goyave, d'accord? Effectivement, il y a des contrôleurs qui sont censés faire ça, mais bon, je pense qu'ils sont plus à l'abri dans un bar en train de siroter une glace ou quelque chose. Mais ce qu'il y a de bien avec ce territoire, et moi c'est pour ça que je ne quitterai jamais la Guadeloupe en termes de recherche, c'est que toute cette désorganisation produit de l'organisation. Moi, je sais que si je dois me rendre quelque part au départ de Basse-Terre, si la personne me dit lundi matin, rendez-vous à 9h à Pointe-à-Pitre, je lui dis non, pas dans cette ville-là, pas dans la prochaine. Parce que je sais pertinemment que j'ai 1h30 d'embouteillage. C'est incompréhensible. Alors les gens disent oui, mais si on organise le transport, ça va marcher. Non. Que vont faire les gens de leur voiture? Parce qu'ils ont déjà organisé une vie avec cette voiture. On a créé des besoins avec cette voiture. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'on est en train de développer plus de parking, c'est assez intéressant, que d'autres espaces qui sont beaucoup plus bénéfiques aux citoyens, notamment les parcs. Pourquoi nous n'avons pas cette culture de racheter les friches pour faire des parcs? Nous qui aimons voyager, on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on regarde ce qui se passe en France, on récupère des friches et on en fait des parcs. Pourquoi nos friches restent des friches? On cherche de l'espace. Mais il faudrait effectivement qu'on utilise déjà les espaces qui ont été mal utilisés et qu'il faudra effectivement repenser. Et je crois que là, pour répondre à la question initiale, nos intellectuels qui veulent être intellectuels devraient sortir dans le confort de leur bureau et s'imprégner de la vie des gens. Si vous voulez faire un travail sur le transport, prenez un car de Pointe-à-Pitre, descendez à Basse-Terre. Vous le faites une semaine, vous avez une représentation de ce que vit l'individu lambda. Si vous voulez avoir une représentation de la vie d'un étudiant en Guadeloupe, puisque souvent les gens disent effectivement que les étudiants ne sont pas investis, je suis désolé. On a fait une spécialisation des cartes scolaires en Guadeloupe sans tenir compte de la réalité des bassins de vie. Donc le gamin de vieux habitants qui veut faire des études à Port-Louis, il faut déjà qu'il arrive à Pointe-à-Pitre. De Pointe-à-Pitre, il va arriver à Morne-à-l'Eau. De Morne-à-l'Eau, il va arriver à Port-Louis. Ça veut dire lorsqu'il rentre à 7h30, parce que là aussi, j'entends souvent les syndicats monter au créneau, et même s'ils vont être fâchés, mais de toute manière, vous avez vu la largeur de mon dos? J'assume ce que je dis. Je trouve anormal qu'en France, l'école commence à 8h30 et qu'en Guadeloupe, ça commence à 7h20. Nous n'avons pas de difficultés liées au climat. Par contre, tous les enseignants qui veulent l'après-midi bénéficier de la plage, ils devraient changer de métier. Faire, je ne sais pas, surveillant de baignade, ou encore tous ces autres métiers qui permettent d'être en lien avec la mer, mais pas enseignants. Nos enfants réussissent parce qu'ils ont la volonté de réussir, pas parce qu'il y a une organisation qui est pensée. Il faut qu'on arrête de penser qu'effectivement que l'éducation est quelque chose universelle. Non, l'éducation tient toujours compte du bassin dans lequel tu vis. Si la personne qui vient à Morne-à-l'Eau n'a pas la culture des crabes, n'a pas la culture des bœufs-tirants, n'a pas la culture de la récolte, quelle discussion tu veux avoir avec l'élève? Puisque le savoir, ce qui fait sa richesse, et ça me permet de répondre à la question de l'intellectuel toujours, c'est de pouvoir rendre simplement une pensée complexe à sa plus simple expression. C'est tout ce qu'on n'arrive pas à faire. Je n'ai jamais compris pourquoi la Guadeloupe, qui est quand même une terre de doctorants, on a beaucoup de docteurs, mais c'est aussi une terre de crétins, parce que les gens sont incapables de traduire leurs sciences dans des mots simples. Et cela, il faut le dire, parce que je garderai toujours cet adage que m'avait sorti mon prof de première année de sociologie. Il m'a dit,
La science, c'est la capacité que tu auras à dire quelque chose d'éminemment scientifique, en des mots simples, pour que le passant, qui lui-même n'a jamais connu l'école, puisse te comprendre. Or, aujourd'hui, on est rentré dans des discours de spécialistes. Alors, c'est ronflant, on pérore, mais pour ne rien dire. Et ça, je trouve ça dommage parce que les jeunes générations d'intellectuels se sont engouffrés dedans et on ne peut pas leur demander d'être engagés. Parce qu'eux, ils ont bien compris qu'il fallait qu'ils rentabilisent leur diplôme. J'ai toujours pas compris cette notion de rentabiliser le diplôme. Et vous le voyez au travers des collectivités. Dernière partie de mon discours qui tourne autour des intellectuels et de la politique. C'est qu'en Guadeloupe, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, vous avez le mercato des cadres dans les collectivités. Les gens ne sont pas là pour le travail, ils sont là pour regarder effectivement où est-ce qu'on va me donner plus d'argent. Aujourd'hui, l'Eldorado des cadres de la collectivité territoriale, ou des collectivités territoriales, c'est Cap Excellence. C'est là où vous avez la plus grande concentration de cadres, oui, mais c'est là où vous avez la plus grande concentration d'inertie, parce qu'ils ne sont pas là pour faire le boulot. Sauf que j'aime bien rappeler ça, c'est de l'argent public, ce sont des impôts. Ils ont une obligation de résultat vis-à-vis de nous. Parce que souvent, les gens pensent qu'effectivement, que l'argent vient de l'extérieur. Non, je suis désolé, c'est la collecte des impôts des Guadeloupéens. Donc, ne serait-ce qu'un minimum, par respect pour les Guadeloupéens, qu'ils effectivement font le travail pour lequel ils sont payés. Mais j'ai pris l'exemple du transport, je n'ai pas mis la systémie, mais moi, j'ai l'individu qui avait 3 femmes à entretenir demandait au transporteur de déposer poisson pour Madame Intel, viande pour Madame Intel, légumes pour Madame... Donc, je reprends sur la question du transport. Oui, le transport n'est pas que transport chez nous. Et c'est peut-être là où nos intellectuels, nos cadres dans les collectivités sont passés à côté d'une question importante. C'est que le transporteur, il connaissait les maisons parce qu'il s'y arrêtait. Mais un homme ou une femme qui aurait plusieurs foyers pouvait organiser son infidélité grâce au transporteur. Je demandais à tel transporteur de déposer le poisson pour Madame Intel, la viande de bœuf le samedi pour Madame Intel, le bouquet à soupe pour Madame Intel, parce que je savais effectivement que c'est des lieux que j'allais visiter. Donc, il ne faisait pas que du transport. Il pouvait récupérer l'enfant de Madame Intel parce qu'effectivement, il sait à quel moment Madame Intel va lui donner l'argent. Donc, souvent, en voulant mettre de l'ordre dans quelque chose qui était déjà organisé, on y met du désordre. Ça nous a fait créer des transporteurs d'élèves, et on se rend bien compte que les gens, c'est pas rentable pour eux, parce qu'en fait, généralement, ils balancent ce service public rapidement pour pouvoir faire du transport traditionnel. D'accord ? Et donc, ça montre en fait que l'avantage d'un archipel, c'est qu'il y a une systémie de choses. La question des sargasses en ce moment, la désirade, revêt sur la question du transport de personnes. Mais avant, que faisaient les gens? Les marins pêcheurs, moyennant une petite somme, ramenaient les gens sur Saint-François. On a toujours fait ça. Je parlais tout à l'heure de Déhay, mais j'aurais pu parler de Saint-Trost, j'aurais pu parler du Lamentin, de Petit Canal, de Port-Louis, où on a toujours fonctionné en cabotage, c'est-à-dire c'est le marin pêcheur qui faisait descendre les gens, avant qu'il y ait un transport organisé. Donc, quelquefois, de polycopier, et d'ailleurs, le travail de conseil normalement du CAES, ça peut déranger, mais il rappelle effectivement qu'on ne peut pas imaginer un seul modèle pour quel que soit le territoire. Non, il faut toujours singulariser et adapter. Et cela montre bien que dans nos constructions, nous avons des difficultés. Je prends simplement le parallèle avec pourquoi nos associations ne sont pas propriétaires de leurs locaux, ne les construisent pas. Parce qu'on ne prend pas en charge, lorsque les dossiers sortent de Paris, le terrassement. Or, je suis désolé, sauf si on est bourré du matin au soir, nous sommes un territoire vallonné. Donc, ça veut dire que si vous l'installez un immeuble, il faudra faire du terrassement. Il faudra faire de la recherche géologique. Il faudra peut-être rajouter des pieux. Et c'est peut-être pour ça que nos constructions ne sont jamais solides, parce qu'on pense effectivement qu'il faut les réitérer pour pouvoir maintenir une économie du BTP. Non, je suis désolé. Si on finit de faire les routes correctement, on peut attaquer les enrochements. Mais s'il faut à chaque fois qu'on revienne sur les enrochements, qui ne sont jamais scellés, et donc qui deviennent des projectiles, chaque fois qu'il y a une houle, il faut qu'on s'interroge du bien fondé de la chose. Parce que j'aime bien rappeler que le travail même des collectivités, c'est d'assurer la sécurité des populations. Et sécurité des populations, ce n'est pas de construire leur insécurité. D'accord? Donc, nous savons où se passent les choses, nous savons ce qui a été fait par le passé et qui n'est pas idoine. Aujourd'hui, il nous appartient, avec les études, et c'est tout l'intérêt justement de la transversalité des connaissances, de pouvoir se dire, telle zone d'habitation, s'il n'y a plus personne qui y habite, il faut qu'on voit comment effectivement
on lui donne un second souffle. On n'a plus suffisamment d'enfants pour avoir des écoles, ben, les bâtiments, il va falloir qu'on se planche dessus et qu'on dise, bon, ben, OK, il nous manque des bureaux, il nous manque des salles de réunion. Est-ce qu'on ne peut pas transformer tout cela? C'est-à-dire, au lieu de toujours être en construction, c'est de repenser un territoire par rapport à tout cet espace construit qui ne sert plus à rien et qui n'a pas été repensé parce qu'on veut toujours partir sur le neuf. Et peut-être parce qu'effectivement, l'avantage du neuf, c'est qu'on peut saupoudrer toutes les entreprises. Oui, il y a ça aussi. Donc, la projection à moyen, long terme pour la Guadeloupe, c'est de repenser tout cela et puis peut-être effectivement d'y mettre un petit peu de morale. Un petit moral. Je pense que la première solution, c'est ça. Mais pas la morale moralisante, hein, pas celle de l'Église, puisque bon, je ne reviendrai pas sur l'Église et sa morale. Mais c'est une morale sur le fait que ce qu'on va construire sera inscrit dans le temps comme nos aînés l'ont fait. Et c'est peut-être ça qu'il nous faudrait, c'est-à-dire réapprendre le dépassement de soi. Je vais confirmer ce que tu es en train de dire avec une conversation que j'ai eue avec un chef des élités qui faisait appel à mes services et je lui dis, mais attends. Lorsque je regarde l'organigramme de chez toi, tu as toutes les compétences pour pouvoir faire ce travail. Pourquoi tu fais appel à moi? Et il m'a répondu sèchement, Raymond, tu es la seule personne qui me pose ce genre de questions. Généralement, les gens viennent, ils font et ils repartent. Je lui ai dit non, moi je vis sur ce territoire. L'argent que tu vas me donner, c'est l'argent que tu ne vas pas investir sur quelque chose d'autre. Et c'est ça il faut que le citoyen lambda comprenne. Chaque fois qu'on refait quelque chose qu'on aurait dû faire, en bonne et due ferme, selon les règles de l'art, c'est quelque chose d'autre qu'on ne peut pas faire. Et l'environnement, pour moi, c'est la porte de sortie pour ce territoire parce qu'on ne l'a jamais exploité. On n'a jamais exploité les sources d'eau chaude. On n'a jamais exploité les pierres magnétiques que nous avons en Sud-Basse-Terre. Les gens nous envient dans le monde. Les gens viennent faire des plongées, récupèrent les pierres en dessous. Et les douaniers le savent puisque lorsque ça passe, on le voit. Donc ça veut dire en fait que nos ressources, nous ne les avons pas exploitées parce que nous avons toujours regardé notre pays dans les yeux des autres. Et jamais avec nos yeux. Et d'ailleurs, dans nos paradigmes, on le voit. Hein, souvent, je dis aux gens, pourquoi vous pensez à toujours des choses aussi complexes? J'ai fait une intervention sur les lieux de Kokolo. Donc, en fait, les gens étaient super contents, mais les gens de 50 ans et plus, parce que ça leur parlait. Les jeunes générations me disent, c'est quoi un Kokolo? Je lui dis, c'est un lieu d'assentiment. C'est-à-dire qu'un homme ou une femme te disait, viens, on va au grand étang, tu sais que ce n'est pas pour faire une réflexion sur la reproduction des moustiques mâles. C'est-à-dire que tu sais en fait que c'est une soirée de romance, c'est l'aboutissement d'âpres négociations, et donc en fait tu es d'accord, tu vas, tu n'es pas d'accord, tu ne vas pas. Je leur disais effectivement qu'aujourd'hui, est-ce que nos enfants ont leur première fois de manière aussi romantique? La réponse est non. Des enfants, quelquefois, ont leur première relation sexuelle dans des salles de poubelle ou encore sous des escaliers. Alors qu'en fait, mine de rien, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on avait une créativité. Chaque zone avait sa chose. Je sais que lorsque j'ai travaillé sur les mares, lorsque une dame m'a raconté, une dame qui aujourd'hui avait réussi sa carrière et était sortie du cadre supérieur d'une collectivité que je ne nommerai pas, mais elle va se reconnaître, elle me dit, mais j'ai fait mes débuts à la mare, cette mare-là, du gosier que je ne nommerai pas. Et oui, effectivement, il y avait toujours un adulte qui surveillait la mare parce qu'il savait que les jeunes, ils venaient, moyennant clé de lune, tu vois, pour nager, mais pas que nager. Et donc, en fait, on a toujours été très proche de l'environnement et de la nature parce que, et pas nous, c'est chez les ruraux, puisque j'ai retrouvé la même chose à Saint-Gau, où les gens me parlaient de la molle de foin. Lorsque c'était l'époque de faire le foin, ce qu'on a batifolé. Oui, c'est-à-dire que la modernité est venue déconstruire l'imaginaire des gens et le lycée. Mais le lycée pour rendre les gens fades. Et c'est peut-être pour ça que les gens ont autant de difficultés, ont autant de problèmes de santé.
Parce qu'en fait, ils sont plus sur cette créativité. Ils sont plus sur cette question d'apprécier. Les sens ne sont plus aiguisés. Les gens ne reconnaissent pas lorsqu'on a cascari en fleurs parce qu'on est toujours fermé dans une voiture climatisée. Et je crois que l'avenir de notre territoire, c'est de nous réimprégner de ces choses-là, de replanter des arbres. C'est important de replanter des arbres. Et c'est important, effectivement, pour nous d'arrêter de les saccager. Parce que l'arbre, si on l'avait gardé, ben, on aurait moins d'intempéries avec les sables du Sahara. Parce que les sables du Sahara ont toujours existé. Et je disais gentiment à un ami qui se reconnaîtra que c'est parce que les satellites sont arrivés en 52 que les gens vous parlent du sable. Mais je dis, moi, petit, j'ai toujours connu le sable. On savait qu'au mois de mai, effectivement, tu tousses, tu as les yeux qui pleurent pour les gens qui ont des allergies au sable. Mais par contre, tu avais une végétation que tu voyais toujours cendrée. Parce qu'effectivement, les sables se posaient sur les feuilles des arbres, pas dans les maisons. Et donc, si tu coupes les arbres, ben, tu t'exposes. On est dans un monde où on végétalise les centres-bourgs, sauf chez nous. Nous, on supprime les arbres pour mettre de la pelouse, pour mettre des trottoirs, pour mettre des lieux où les enfants vont faire du vélo. Mais ça, ce sont des habitudes et des comportements d'agglos, de continents, de gens qui n'ont pas la possibilité de faire autrement. Nous, on a la possibilité de faire autrement. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué, nos espaces verts sont peu usités ou usités par des personnes d'un certain âge qui viennent avec leurs petits-enfants, pas avec les enfants. Mais c'est un peu normal. Pour que moi, je puisse venir avec mes enfants, il faudrait déjà que je puisse arriver avant 18h à Basse-Terre. Donc, je reviens sur mon embouteillage.